On va rester centré sur le produit, on va parler de connectivité et donc d'objets connectés. Et j'invite Jean-Laurent à me rejoindre sur scène. On édite, ou en tout cas on a la chance de coéditer avec Harris Interactive une étude sur la perception des objets connectés par le grand public. Et donc je laisse Jean-Laurent en parler. Merci. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, Vincent le disait, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de produits là, ce matin, d'innovation. Donc on a eu une super introduction par Thomas sur les nouveaux usages. Moi, ma tâche aujourd'hui, ça va être donc de vous présenter les principaux enseignements de l'étude effectivement qu'on a réalisée avec le Hub Institute et donc de vous donner surtout la vision justement du grand public, donc du consommateur. Donc c'est notre rôle, on va dire, principal chez Harris Interactive. Donc, pour commencer, en fait, oui, juste pour revenir aussi sur le titre, excusez-moi, de l'étude, donc objet connecté, donc c'est un titre un peu provocateur dans la mesure où il est interrogatif. Est-ce que c'est vraiment the next big thing pour le grand public? Et donc c'est provocateur dans la mesure où effectivement le marché des objets connectés, tous les experts le disent, devrait exploser donc d'ici 2020. Mais pas tant provocateur que ça, pardon, quand on regarde en réalité les prévisions et les écarts justement entre les différentes prévisions des experts, qui sont au niveau mondial en fait dans des ratios de 1 à 7. En termes de nombre d'objets connectés, en fait, les prévisions vont de 30 à plus de 210 milliards d'objets connectés en 2020. Et en valeur, donc le rapport est également là de 1 à 7, puisque ça varie de 2 à 14 000 milliards de dollars les prévisions pour 2020. Sur le marché français, donc les prévisions, en 2013, alors je ne sais pas pourquoi là on ne voit pas les chiffres, excusez-moi. En fait, les chiffres en 2013 sont de 64 millions d'euros en France, ce qui correspond en fait à 300 000 unités vendues sur le marché français. Et les prévisions pour 2015 vont jusqu'à 400 millions d'euros. Donc on est vraiment là sur un marché d'offres. Et donc nous, effectivement, ce qu'on a voulu faire au travers de cette étude, c'est prendre donc, le pouls du grand public et faire un point en réalité sur l'état de la demande. Et donc pour ça, on a mis en place une approche assez originale. Donc on avait déjà réalisé avec l'EBG la première vague d'un observatoire sur les objets connectés, fin janvier. Donc on a interviewé à travers une étude quantitative en ligne 1000 Français. Et donc on a mesuré leur niveau de connaissance, d'intérêt et d'intention d'achat. Mais donc en l'état, on va dire, de leur connaissance aujourd'hui du marché. Et un des enseignements de cette étude, ça a été justement que le grand public avait du mal, en réalité, à percevoir les bénéfices associés à ces objets connectés, que ces objets connectés, leurs bénéfices étaient relativement méconnus. Donc du coup, en partenariat avec le Hub Institute, on a monté une étude donc avec deux volets, volet qualitatif et un volet quantitatif. Donc le volet qualitatif composé de deux focus groups là, sur des populations de technophiles et early adopters. Et un volet quantitatif, donc là, assez solide, puisqu'on a interviewé quand même 3000 Français. Et donc, la démarche, encore une fois, là, ça a été justement de les éduquer artificiellement, c'est-à-dire leur expliciter, au travers des 7 univers et des 30 objets connectés qu'on a étudiés, leur expliciter, donc, pour l'ensemble de ces univers et sur chacun de ces objets, en réalité, les principaux bénéfices, aujourd'hui, que ça va leur apporter. Et donc, on va voir un peu plus tard les écarts, justement, sur les niveaux d'intérêt et d'intention d'achat entre ces deux études. Donc pour commencer, en fait, donc on a voulu sonder leur perception en fait, du marché. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'ils sont assez d'accord finalement avec les experts, puisque pour aujourd'hui 57% des Français, les objets connectés vont inéluctablement également se développer et devenir donc vraiment incontournables. Donc cela dit, en fait, on a seulement 2 Français sur 5, donc 39% en bas à droite, qui nous disent être ouvertement favorables à leur développement. Donc en fait, le développement des objets connectés suscite en réalité beaucoup de craintes et d'inquiétudes. Et encore une fois, donc, les bénéfices sont relativement mal identifiés. Et c'est quelque chose qui est encore plus fort auprès de certaines populations, notamment les femmes et les plus de 50 ans. Donc ce qu'on voit également, c'est que tout en haut, les objets connectés sont des gadgets, sont perçus vraiment comme des gadgets pour près de 6 Français sur 10. Et ça a pour conséquence, donc, en réalité, qu'aujourd'hui, on a moins d'un Français sur 2 qui nous dit qu'il va se laisser facilement convaincre
par l'acquisition d'un objet connecté, donc sachant que là, on avait écarté le frein, un des freins, on va dire de base, qui pourrait être le prix. Et également, donc, près d'un Français sur deux qui nous dit qu'il va même s'en lasser rapidement. Donc, si on jette un coup d'œil aux bénéfices qui sont justement associés aux objets connectés, on voit que moins d'un Français sur deux nous disent que les objets connectés faciliteront la vie au quotidien. Et seulement 44% donc, identifient des bénéfices sur les économies qui vont leur permettre, donc économie de temps, d'argent ou d'énergie, selon les objets, et d'accroître la sécurité donc, dans différents domaines, que ce soit la maison, la voiture ou la santé. Alors, quand on jette un coup d'œil aux craintes, là, vous voyez, effectivement, le slide est assez plein. Donc, c'est vrai qu'il y a des craintes, on va dire, assez communes à toute innovation. Donc, que ce soit des craintes quant à la dépendance, l'assistanat ou le prix, comme on a pu le voir. Donc là, ça concerne quand même 7 Français sur 10. Mais au-delà de ça, donc, il y a des craintes, on va dire, il y a 2 groupes de craintes principaux qui se détachent. Donc, des craintes par rapport à la sécurité et aux données personnelles. Donc, on en a déjà abordé un peu le sujet en introduction de cette journée. Et puis, des craintes liées à l'usage donc, des objets connectés. Donc, pour zoomer rapidement là, sur les craintes dans l'univers de la sécurité, donc on a le risque de piratage naturellement. Là, on parle de risque de piratage de l'objet lui-même. Hein. Thomas en a parlé un peu avec le réfrigérateur, donc moi je ne connaissais pas ce risque-là, mais donc, je pense que tout le monde a entendu parler du piratage du babyphone aux États-Unis notamment. Donc c'est des choses qui restent en tête du grand public. Et donc le risque d'intrusion dans la vie privée aussi. Donc là, toujours dans des proportions d'environ 7 Français sur 10. Ensuite, naturellement, les craintes pour la sécurité des données personnelles. Et ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'on a en réalité qu'entre 25 et 30% des Français qui nous disent être prêts à partager donc, leurs données d'usage personnel d'un objet connecté. Donc que ce soit pour rendre l'objet intelligent ou en réalité pour en faire bénéficier l'usage collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la collecte de données va permettre aussi à des fabricants d'enrichir les fonctionnalités et l'usage des objets. Donc, ensuite, sur les usages, les craintes par rapport à l'usage, donc ce ne sont pas des craintes liées à l'usage de l'objet lui-même, en réalité, parce qu'aujourd'hui, les Français sont assez sereins sur le fait que les objets vont être designés de telle manière qu'ils ne seront pas compliqués à utiliser. Par contre, ils vont être confrontés en fait, à une multitude d'objets et de données, et c'est ça qui va leur faire peur, donc pour 57% d'entre eux. Également, donc, une crainte par rapport au risque accru de panne et de bugs, hein, parce qu'on va être sur des objets connectés, et aujourd'hui, ils s'associent forcément à des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, donc un peu plus de bugs que sur des objets du quotidien, et donc ça fait peur. Et on voit donc là qu'un peu moins d'un Français sur 3 nous dit justement avoir confiance également dans la fiabilité des mesures effectuées par les objets connectés. Et tout ça, en fait, toutes ces craintes, elles sont également assez fortes finalement quand on regarde la cible des technophiles et early adopters, donc qui sont un signal important pour nous, parce qu'en fait, c'est une population justement un peu plus à la fois favorable, on va dire, et qui connaît mieux le sujet. Et donc, du coup, c'est quand même un signal, on va dire, des difficultés qui attendent justement les fabricants et sociétés de services par rapport à ce sujet. Donc, si on regarde rapidement, donc je vous disais, on a étudié 7 univers et 30 objets connectés dans l'étude. Et donc, on va regarder rapidement quels sont finalement les secteurs qui ont le plus de potentiel. Donc là, en fait, on voit finalement 3 groupes se détacher. Donc l'univers de la maison, de l'automobile et du multimédia connecté. Donc ils sont classés en fait dans l'ordre d'intérêt pour le grand public, donc autour de l'escargot. Ensuite, on a donc là les niveaux de multimédia sont à 56%, la maison 63%. Ensuite, on a un deuxième groupe qui se détache, la santé et l'électroménager, à des niveaux d'intérêt assez proches, entre 42 et 48%. Et puis les wearables, donc qui regroupent à la fois les accessoires personnels, puis les vêtements et chaussures. Donc là, on a assez net retrait. Et on a voulu zoomer donc sur 2 sous-populations, parce que dans la présentation justement des bénéfices des objets, on insistait aujourd'hui sur ces objets de première génération qui sont souvent associés à des applications, justement. Donc sur la population des smartphones ou tableau notes, plus avisés, donc sur l'usage des applications. Et donc naturellement, encore une fois, les technophiles et early adopters. Et ce qu'on voit là uniquement se détacher, c'est le fait que le secteur du multimédia, qui naturellement est aujourd'hui le plus connecté, ressort en tête donc, des niveaux d'intérêt.
Alors on va juste zoomer rapidement sur 2 de ces secteurs, parce que finalement le temps, le temps est limité. Donc j'ai choisi de zoomer sur les 2, en fait, enfin sur le premier secteur, donc la maison, puis le dernier, et ensuite les wearables. Et donc, encore une fois, toute la démarche, c'est de comparer aujourd'hui les niveaux d'intérêt et d'intention, après avoir donc artificiellement éduqué, encore une fois, informé le grand public des bénéfices, avec donc l'observatoire, encore une fois, qu'on mène avec le BG, dont une prochaine vague sera réalisée au mois de septembre. Et donc ce qu'on voit sur le thermostat intelligent, donc, qui ressort d'ailleurs en tête, pour information, de tous les objets connectés en termes d'intérêt et d'intention qu'on a pu étudier. Donc c'est peut-être pas pour rien effectivement aussi que Google s'est intéressé fortement à Nest, il a dû sentir le potentiel marché. Et donc on voit que les niveaux d'intérêt, enfin les écarts sur l'intérêt et l'intention sont vraiment très forts. L'intérêt en réalité va augmenter de 50% et l'intention va carrément doubler, donc une augmentation de 100%, donc avant et après qu'on leur explique aux personnes interrogées les bénéfices que ces objets leur apportent. Donc malheureusement sur la plante connectée qui arrivait en retrait sur ce secteur, on n'avait pas de référentiel sur l'observatoire qui lui n'étudiait sur la première vague que 20 objets. Et donc rapidement sur les wearables, donc là en fait on va regarder sur le bracelet connecté. Alors aujourd'hui, le bracelet connecté, forcément, c'est un des objets qui a été le plus commercialisé et donc aujourd'hui dont les bénéfices sont les mieux connus, on va dire, par le grand public. Donc forcément, les écarts sont nettement plus faibles. Vous voyez, il n'y a que plus 2 points d'intérêt, plus 3 points d'intention. Et donc des niveaux d'intérêt aussi globaux qui restent finalement assez faibles. Donc là, on est vraiment finalement dans l'univers des wearables sur aujourd'hui ce que le grand public associe finalement aux gadgets, justement. Si on regarde à l'inverse, là, rapidement aussi, les vêtements et les chaussures connectées, là, on voit que les niveaux d'intérêt peuvent paraître augmenter de manière assez faible, plus 5 points, plus 4 points d'intention sur l'intention de s'équiper. Mais en réalité, proportionnellement, on va voir que sur l'intention de s'équiper, on va quasiment doubler. Donc, c'est un point effectivement intéressant et qui montre aujourd'hui, encore une fois, que quand on explique les bénéfices associés, voilà, l'intérêt augmente. Donc en conclusion, par rapport déjà à la question, encore une fois, de l'étude de Night Pixting, donc ça fait aucun doute en réalité, pour le grand public également, les objets connectés, c'est clairement quelque chose qui va arriver. Ils sont assez fatalistes par rapport à ça d'ailleurs. Donc on l'a vu aussi au travers des secteurs, on ne peut pas parler d'un marché des objets connectés, il y a plusieurs marchés. Et donc ce marché effectivement va se développer plus rapidement en termes d'offres en réalité qu'en termes de demande. Donc cette éducation va être vraiment importante, on le verra après. Un intérêt de principe, donc on l'a vu pour certains univers et objets. Beaucoup d'incertitudes sur les bénéfices, effectivement, les services rendus. Des projections d'usage difficiles. Et en fait, en réalité, quand on regarde les consommateurs, et notamment donc, les technophiles qu'on a analysés en focus group, on voit qu'ils se projettent directement sur des secondes générations finalement d'objets connectés, à savoir des objets intelligents. Et donc il va falloir faire très attention à l'effet déceptif finalement, parce qu'aujourd'hui, la majorité des produits, des objets qui sont commercialisés, sont finalement des produits de première génération, et donc dont les fonctionnalités restent relativement limitées, quoi. Donc c'est aussi peut-être pour ça que le thermostat intelligent, justement, a eu autant de succès. Et donc il reste naturellement de nombreux freins aussi génériques à lever, on les a vus. Donc on a identifié, pour terminer, 5 grands défis, on va dire, transversaux, qui nous semblent importants à relever, encore une fois, à la fois pour les fabricants, les sociétés de services qui aujourd'hui s'intéressent fortement à ce domaine, si on prend les assureurs. Donc le premier défi, naturellement, créer l'usage, valoriser les bénéfices apportés, accompagner l'utilisateur dans l'apprentissage et penser service. Ensuite, le deuxième défi, c'est naturellement d'entretenir cet usage. Donc, c'est très facile, on va dire, pour des objets qui vont être utilisés quotidiennement. Maintenant, ce n'est pas le cas de tous les objets. Il n'y a pas forcément un intérêt d'usage quotidien. Et donc, du coup, il va falloir accompagner ça pour dépasser cet effet de lassitude. Et donc, il y a différentes solutions à ça, notamment, par exemple, le multifonction, c'est-à-dire penser vraiment l'objet, associer différentes fonctionnalités à l'objet. Un troisième défi, donc penser interopérabilité et naturellement associer à ça l'utilisabilité. Donc interopérabilité, on en a parlé rapidement. Et donc encore une fois, ça c'est une crainte importante pour le grand public.
face à cette multitude d'objets à laquelle il s'attend à avoir à gérer, et donc multitude aussi d'applications mobiles associées à ces objets. Donc du coup, on voit des initiatives comme Bosch Siemens, par exemple, donc de sa filiale électroménager, qui a lancé une application mobile qui permet justement, qui est multimarque et qui va permettre déjà de contrôler plusieurs marques d'appareils électroménagers. Donc c'est ce type d'initiative qui est importante. Enfin, naturellement, donc rassurer en apportant des garanties. On l'a vu, il y a tellement de freins, donc il va falloir les rassurer. Et un point naturellement, last but not least, convaincre les utilisateurs donc, du bien fondé forcément du partage de leurs données. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, la valeur des objets se déplace. Aujourd'hui, les business vont plus tellement être dans la vente des objets eux-mêmes, mais plus dans l'apport en fait, déjà de services aux utilisateurs, et naturellement donc, dans la récupération de data, et ce qu'on va pouvoir en faire donc, pour les fabricants et les sociétés de services. Donc, je pense que tout le monde a dû voir d'ailleurs l'initiative plutôt maligne d'AXA, et son partenariat avec Withing Pulse, donc, qui propose en fait aux 1000 premiers inscrits à sa complémentaire santé, donc, dont le nom m'échappe, je crois que c'est Modulango. Comment dire, il leur propose effectivement d'obtenir un tracker d'activité, un Withing Pulse. Et donc effectivement, c'est ce type d'initiative qui arrive. Donc voilà, je vous remercie. Et donc effectivement, nous et le Hub Institute, nous tenons à votre disposition. Si vous avez des questions, naturellement, on a beaucoup plus de données sur cette vaste étude. Voilà, je vais repasser la parole à Vincent et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Laurent.